J'ai le grand plaisir et l'honneur d'être en présence de Monsieur Henri Lecomte, 92 ans, qui a été autrefois président de la Fédération suisse d'échecs. Monsieur Lecomte, racontez-nous un petit peu comment vous êtes devenu président et en quelle année vous êtes devenu président de la Fédération suisse d'échecs. Alors, la présidence, elle remonte à 1969, c'est-à-dire après le tournoi olympique de Lugano. J'étais au comité central depuis 1963. J'étais, disons, un officiel depuis 1957 en tant que président de mon club, à l'époque qui s'appelait le Cercle de l'Échiquier à Lausanne. Nous avons organisé un tournoi Blitz au comptoir suisse qui a attiré l'attention d'un membre du comité central qui s'appelait Marcel Post, lequel Marcel Post m'a lancé, disons, sur la piste du comité central pour le remplacer. Ce qui a été fait donc en 1963. À l'époque, on avait une alternance entre les présidents suisses allemands et les présidents suisses romans. Et c'est un petit peu la raison pour laquelle le président qui était en 1963, c'était Jean Bricolat de Nyon, a suivi Alois Nagler de Zurich. Et quand il a fini ses 4 ans, c'est moi qui ai dû m'y mettre. J'étais assez jeune à l'époque. Et ça a été pour moi, disons, un saut dans l'inconnu. Aucune idée. Le comité central comptait 15 membres. On n'avait pas, comme la Confédération suisse, de formule magique. On était, si ma mémoire est bonne, 2 Suisses romans sur les 15, 1 Tessinois. Et le reste était partagé entre quelques Bâlois et quelques Zurichois, et un Bernois tout seul aussi dans son coin. Enfin bref, c'était une histoire assez compliquée. Par-dessus le marché, il y avait des chicanes entre toutes ces personnes. Mais enfin bref, l'essentiel dans cette histoire, c'est que moi je suis arrivé à un moment où il était nécessaire de remettre à niveau la cotisation centrale. Ça, c'est un sujet qui est toujours extrêmement délicat. Les gens aiment bien laisser leur porte-monnaie dans leur poche. Alors, c'est moi qui ai été bon 2 ou 3 années de suite pour demander des augmentations et on me les a accordées. Bon, après ça, la chose a suivi son rythme habituel, mais l'alternance à la tête de la fédération a pratiquement cessé. Voilà, disons ce qu'on peut dire. J'ai fait une vingtaine d'années au comité central. J'ai cédé ma place. Et finalement, il y a eu une bagarre avec mon remplaçant qui a été fichu à la porte, ce qui fait que j'ai dû remettre ça pour 10 ans. Mais là, j'ai surtout fonctionné comme secrétaire roman pour un petit peu défendre la langue française, qui était passablement amochée. Il faut savoir que les Suisses allemands ont une manière de parler le français qui transparaît de temps en temps. Pour un Français, un Suisse roman utilise des expressions qui nous viennent, qui ne sont pas vraiment admises en France, mais qui nous viennent de la tournure suisse-allemande. Et c'est un problème que j'ai rencontré aussi sur le plan professionnel à la Société des ingénieurs et des architectes, où je faisais partie d'une commission des traductions. C'est-à-dire quand une norme paraissait, elle avait généralement un texte initial qui était en allemand, et puis il fallait déterminer ce texte en français. Or, la manière de dire les choses en allemand n'est pas du tout la même que le français. Les termes généraux, les énumérations, etc. sont différentes. La langue n'est pas la même, n'est-ce pas? On ne peut pas traduire simplement les mots. Il faut donner l'esprit. À certains endroits, le français exige que vous précisiez votre pensée. Le suisse allemand adore ne pas le faire, comme l'anglais d'ailleurs. Voilà ce que je peux dire de ma
Alors, bien sûr, une fois que... disons, parmi les choses qui ont été intéressantes, c'est la fusion des deux fédérations. Il y avait donc une fédération ouvrière et une fédération suisse. Je suis le premier qui a lancé le processus. Et je me rappelle encore très bien, j'étais encore relativement jeune, puisque c'était dans les années 70 à peu près, quelque chose comme ça. Le président de la fédération ouvrière, après qu'on ait pris contact et discuté, au moment de se quitter, m'a dit « Qu'est-ce que vous pensez du temps qu'il faudra ?» Bon, j'ai dit en 2 ou 3 ans, on devrait y arriver. Lui, il m'a dit non, je pense pas, c'est beaucoup plus long. Et effectivement, il a fallu une quinzaine d'années. Vous étiez donc dans le comité d'organisation des Olympiades de Lugano en 1968 ? Non, j'étais dans le bureau de la direction de tournoi. Je n'ai pas participé à l'organisation proprement dite. Mais ma femme et moi étions au bureau de la direction de tournoi. Et on a fait un travail qui était suffisamment bon. Moi, j'avais à l'époque 15 jours de vacances en tout par année. Bon, et encore, peut-être que j'avais déjà assez d'années pour avoir une 3e semaine, je n'en sais rien, mais je n'ai pas voulu la sacrifier. Je n'ai pas pu rester pendant tout le tournoi. Ma femme et moi, on est rentrés de Lugano, et le grand patron, Alois Nagler, a tout simplement rappelé ma femme. Il m'a dit, il faut me la renvoyer parce que c'est le péché. Elle est allée là-bas et elle a remis le bureau en ordre. Donc elle était au bureau. Et c'est là que j'ai apprécié Geller, qui au milieu du repas de la fin du tournoi, m'a demandé d'aller vérifier si la 5e montre qui était en jeu était bien calculée. Ce qui était le cas. Et donc, durant cette Olympiade, vous avez évidemment côtoyé de nombreuses stars de l'époque, soviétiques ou autres. Peut-être que vous avez quelques anecdotes, quelques histoires assez intéressantes. Évidemment, des histoires très drôles. Par exemple, la partie Larsen, l'Argentin, comment est-ce qu'il s'appelait ? Najdorf, oui, qui a fini un match. Et Larsen a eu l'élégance, devant un parterre où il y avait 2 ou 3 champions du monde qui regardaient, a eu l'élégance de jouer jusqu'à ce que le match soit sur l'échiquier. Bon, ça, c'est une chose. J'ai vu Reshevsky, par exemple, avec ses séances de Zeitnote. Effarant, tout simplement. Les discussions entre ces gaillards, leurs analyses, par exemple, vous laissent ponctois. On dirait qu'ils devinent les choses avant qu'elles se produisent. Et là, moi, en tant que joueur d'échecs, je suis quand même obligé de temps en temps de calculer. Alors d'abord, ces types, quand ils calculent juste, ce qui n'est pas forcément mon cas. Et il y a des tas de choses qu'ils n'ont même plus besoin de calculer tellement ils ont l'œil. Ils voient, et c'est comme ça. Pour lui, c'est clair. Et ça, c'est pour moi... comment est-ce qu'il faut dire, quelque chose qui, je dirais pas que j'arrive pas à le comprendre, mais qui est vraiment admirable. Et ça, je pense que c'est tous les forts joueurs ont ce talent de voir les choses. Et quand je discute avec des apprentis joueurs, je leur dis regardez ce qu'il y a sur l'échiquier. Il faut regarder le jeu. Et les gens le voient. Et quand une pièce est quelque part, pour eux, ça signifie quelque chose. C'est ça. Il y a aussi eu beaucoup de stars des échecs qui sont venus ici en Suisse romande. Vous m'avez auparavant parlé par exemple de David Bronstein. Oui. Dites-nous quelques petites choses sur David Bronstein, qui était quand même un personnage très apprécié dans le monde des échecs, aussi bien à l'Occident. Bronstein était un type assez rigolo. Il adorait la fondue. Mais c'est un commensal absolument merveilleux. Un type qui a une expansivité assez remarquable. C'est pas toujours le cas chez les joueurs d'échecs, qui sont facilement un peu coincés. C'est assez rare de trouver quelqu'un qui soit vraiment expansif, et c'était le cas de Bronstein. Malicieux avec ça.
Il adorait toutes sortes de farces, mais il n'est jamais entré, disons, très loin dans sa vie personnelle ou professionnelle. Hein. Donc c'est un contact qui était intéressant, sympathique, mais qui m'a pas, disons, apporté autre chose que la satisfaction de connaître quelqu'un. Est-ce qu'il parlait parfois de son match dramatique de championnat du monde avec Mikhail Botvinnik? Non, je n'ai jamais entendu parler. Et je dois dire, je ne sais même pas de quel drame il s'agit. Ça, c'est une partie de mon ignorance. Il y a des tas de choses que j'ignore parce que, au fond, je connais la surface de certains événements et je ne connais pas toujours les ressorts cachés. On peut s'imaginer que de temps en temps, il y a des manœuvres. On s'imagine que la position dans la liste, disons, de classement de la fédération russe, quand on connaît le dénommé Batchinski, être le premier, le deuxième, le troisième ou le cinquième, c'est pas tout à fait la même chose en ce qui concerne les résultats. Hein. On a eu quelques exemples, disons, de la manière dont ces gens été repris en main quand ça s'avérait nécessaire aux yeux de leur chef d'équipe. Ça laisse songeur. Et donc, pour revenir aux Olympiades de 1968, vous avez eu affaire quand même à l'équipe soviétique avec ses nombreux champions. Qui est-ce que vous vous souvenez qui faisait partie de cette équipe? Alors, il y avait dans tous les cas Polygaevski, il y avait il y avait Keres, il y avait Geller. Geller était capitaine. Smyslov. Et puis Spassky. Spassky, bien sûr, et puis l'autre qui était aussi champion du monde. Petrosian. Petrosian. Donc Petrosian et Spassky avaient déjà été champions du monde, sauf erreur. Et puis Keres avait loupé la marche une ou deux fois. C'était Petrosian qui était champion du monde en titre. Est-ce que vous les avez côtoyés un tout petit peu? Est-ce que vous avez eu l'occasion? Je me rappelle d'une chose très drôle, par exemple. On avait un match de l'équipe de Chypre contre l'URSS. Et l'équipe de Chypre avait, et c'était la seule, une femme comme capitaine. Elle était inscrite comme capitaine, il n'avait que 4 joueurs. Elle n'a pas joué un seul match, sauf contre l'URSS. Elle est tombée sur Smyslov au 4e échiquier. Smyslov avait les blancs, il a joué gentiment comme ça. Puis quand elle a mis une pièce en prise, et je me rappellerai toujours, il l'a regardé comme ça, il a regardé autour de lui, tout le monde a vu que la pièce était en prise, n'est-ce pas? Il lui a pris la pièce et il lui a dit « souris ». Avec un gentil sourire, la pauvre diable. Mais bon, ça c'était une chose, vous comprenez. Il faut se rendre compte, à cette époque, il n'y avait encore pas d'équipe féminine. Il y avait une Olympiade, que la compétition mixte, en fait, donc quasiment que des hommes. Il y avait que les hommes. Donc, c'était la seule femme qu'il y avait dans cette salle, à part les épouses ou les spectatrices, n'est-ce pas? Et je me rappelle d'avoir vu un Canadien, sauf erreur. Il était là. Il regardait derrière son adversaire une très jolie femme, probablement caraïbe ou quelque chose comme ça, mais vraiment très, très jolie. Je disais, mais quand même, c'est pas des manières de dévisager quelqu'un. Il ne l'a pas vu. Lui, il était en train de faire ses petits calculs. Il avait les yeux, il avait l'air de la dévisager, mais il ne la voyait pas. Ça, c'est encore une fois une démonstration de la concentration des joueurs. Il y en a qui se tiennent la tête comme ça, et il y en a d'autres qui ont toutes sortes de poses possibles et imaginables. Mais moi, j'étais là à côté, je regardais, et j'ai dit, mais il ne manque pas de toupet, ce bonhomme. Eh ben non, il était là, comme ça. Non, mais bon, ça c'est des aventures, bien sûr. Ça a un intérêt anecdotique, disons. Alors, nous nous trouvons ici à Lausanne dans le Grand Prix d'échecs féminin. Donc, comme vous l'avez dit, à l'époque, il n'y avait pas
pas encore d'Olympiade féminine. Qu'est-ce que ça vous donne comme impression, ce tournoi, cette salle avec toutes ces grandes joueuses? J'ai participé également à l'Olympiade à Lucerne. Alors là, on avait des dames. Et j'ai même été l'heureux bénéficiaire d'un truc assez inouï. Il y avait deux concurrentes, une russe et une autre aussi de l'Est, qui avaient une finale de dames épouvantable. Et pendant la distribution des prix, ils n'avaient pas fini leur partie et il était nécessaire qu'on connaisse le résultat pour finir le classement. Et c'est moi qui étais de service pour surveiller cette partie. Alors ça, je vous assure, je l'ai gardé comme ça. C'est clair. Mais bon, ça c'est des souvenirs. Je ne vais pas regretter finalement. Hein. Et donc ce tournoi, ces grandes championnes que nous avons ici à Lausanne, vous les avez déjà pu voir des parties d'elles? Je pense que les joueuses qu'on a maintenant sont encore plus fortes que celles que j'ai vues à l'époque. Je ne me rappelle plus la date de Lucerne, c'est 82, je crois, quelque chose comme ça. Hein. Mais j'ai l'impression que maintenant, elles ont vraiment un niveau assez ahurissant. Hein. La preuve, c'est qu'il y en a plusieurs qui sont grands maîtres masculins. Hein. Donc, ils remplissent les normes. Il n'y a pas de discussion. Hein. Les échecs, on ne vous demande pas... bon, hein, je ne vais pas faire de détails. Eh bien, Monsieur Lecomte, je vous remercie beaucoup pour cette interview. C'était très intéressant. Et je suis sûr que nos spectateurs vont pouvoir regarder, vous écouter et revoir ces images des temps passés, que ce soit à Lugano. Merci.